Allô, bienvenue à Apéro Sexo, animé par André et Rosie. Vous écoutez un podcast où nous vous invitons à explorer la sexualité sous ses différents angles à travers nos anecdotes, connaissances et nos expériences. On est deux meilleures amies qui veulent rendre accessibles les connaissances qu'on a acquises à travers notre bac en sexo. Ultimement, on veut détabouiser le sujet parce que la sexualité, c'est une sphère aussi importante que les autres. Asseyez-vous, détendez-vous et profitez de cette heure en notre compagnie. Puis n'oubliez pas d'utiliser le code APÉROSEXO10 à la boutique Oui Sensuelle, la magnifique boutique où on enregistre tous nos épisodes. Bon épisode! Bye! Bonsoir. On est le soir. On est vraiment le soir. Bonsoir! Bonsoir! Allô? Aujourd'hui, on reçoit David, qui est notre invité pour parler de la culture gay à Montréal, des saunas, du chemsex, des ARSA. Aussi, on veut aussi parler de toutes les ressources qui existent. Ouais. Puis on va faire un petit segment ressources. Oui. Puis on va les mettre dans la description de l'épisode aussi à la fin. Là. Oui, exact. Ouais. Puis David a fait le bac en sexo avec nous. Oui, Ben, vous deux, vous avez fait des cours ensemble. exact. Oui, exact. Dont un travail sur le chemsex Exact. chez les ARSA. Fait qu'on va se servir de nos grandes connaissances aujourd'hui. Puis ARSA, on va utiliser ce mot-là souvent dans l'épisode, mais en Ouais. gros, ARSA, c'est hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Exact. Puis c'est parce que on veut pas limiter. Si on dit, mettons, les hommes gays, Ouais. ça exclut toutes les personnes qui ne sont pas gays et qui ont quand même des relations sexuelles avec d'autres hommes. Exact. Même que bisexuel, des fois, c'est réducteur. Il y en a qui Ouais. se définissent ni comme bi, ni comme homo, ou gay. Fait que même ça va sur les hétéros. Des fois, on dit hétéro curieux. Fait que... Exact. Oui, exact. Et notre épisode est présenté par Mathéna. Fait que, André, tu vas ouvrir ta grande canette en même temps que moi. OK. Un instant. Go. C'est ça, tu veux. Ça, c'était votre ASMR. Il est vraiment terminé. En Fait plus, il faut savoir que la clim est brisée dans le local. Ah oui, il Fait fait assez chaud. on fait tellement chaud. L'horreur. Il fait assez chaud, mais on est rafraîchi par Mathéna. Puis c'est une compagnie québécoise Ouais. de maté. Fait que c'est des boissons énergisantes à base de maté. On adore. Ils sont biologiques en plus. Voilà. Excellent. Puis il nous rafraîchit aujourd'hui parce qu'il fait chaud. Il fait 29 degrés à Montréal. Oui, donc genre sûrement 35 ici. Oui. Fait que c'est ça, il y a vraiment le soleil. OK, parfait. Donc, premièrement, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On veut une petite présentation. Parfait. Je m'appelle David Simard. En fait, je suis finissant... en fait, j'ai fini cette session-ci, puis le bac en sexo. Fait que j'attends mes papiers officiels Ouais, de, ça va de prendre l'ordre des tellement- sexologues, mais bon, on verra. Ah ouais, t'as-tu pas ça à l'ordre? Oui, ben OK. oui, bien sûr. Non, pas moi. Je veux le titre, fait que OK, je comprends. je veux l'utiliser et en abuser. Parfait. Mais il faut. Ben oui. C'est vraiment parfait. Il Après faut, toutes là. ces études. Fait que c'est ça. Je viens du Lac-Saint-Jean. Je suis à Montréal depuis 23 ans quand même. J'ai fait un bac en communication à l'UQAM à la base. Ah, je savais pas ça. Ouais, en multimédia. Avant, j'avais fait arts et lettres, spécialisation littérature. J'ai travaillé dans les médias, je dirais, pendant 14 ans. Design graphique, ouais. Aussi, ouais, je savais pas ça. Non plus, je savais pub, pas. ouais. C'était mon premier hood, mes premiers jobs. OK. Puis finalement, je me suis transformé en massothérapeute un moment donné parce que j'étais écœuré de travailler à l'ordinateur. Je sais pas si ça vous arrive d'avoir des tendinites puis des choses comme ça. Ah, ouais. Pas encore, bon, Moi, je suis toute encore. brisée. Moi, je suis toute brisée. Ah oui, c'est vrai que toi, t'es brisé, mais pas à cause de l'ordinature. À Non. cause du travail Ouais, plus le travail que je physiquement. fais. Ouais. Ouais. T'as pas l'air brisé. C'est pas l'air. Elle a pas l'air, mais elle est souvent chez le masso, tu comprends? Ah ouais, bon. Fait que tu me faisais travailler avant. Exact. Puis la massothérapie, je le fais depuis 10 ans, puis j'avais le goût de travailler plus avec ma tête. Fait que la sexologie est comme venue répondre à ça. Fait que Ouais. j'aimerais ça faire les deux en même temps. Donc, avoir des clients puis des patients, peut-être deux dans une journée pour équilibrer tout ça. Fait que c'est un peu ça mon background. Puis maintenant, je suis chez Réseau, qui était mon milieu de stage, fin de bac. Puis j'ai été engagé, puis j'adore ça. Fait que je veux rester là pour l'instant, puis développer ma pratique individuelle aussi en relation d'aide, en parallèle à ça. Oui, Ah, vraiment puis cool. Réseau, pour ceux qui nous écoutent, veux-tu nous faire une petite description de ce que Oui, c'est? absolument. Réseau, oui, c'est un organisme montréalais. En fait, c'est un organisme communautaire, donc à but non lucratif, qui est financé. C'est depuis 32 ans, en fait. C'est 91, je crois bien. Ça s'appelait Comité SIDA Aide au début. C'est un tout petit truc avec un petit comité quand le VIH a commencé. Puis finalement, ça l'a grossi pour devenir 0-0. Oui, exactement. 0-0. Ah, j'aime le nom. Ouais, pour zéro positivité, qui était comme le target, le but. Indétectable, là? Le genre, c'est-tu comme Non, égalier? ça n'existait pas dans ce temps-là. Ok. C'était vraiment de dire on veut pas de gens séropositifs, donc on vise comme que le VIH
16, OK. ce qui était un peu utopique, mais ils ont quand même fait beaucoup de travail là-dedans. Puis à un moment donné, le VIH a eu moins d'impact, fait que ça s'est transformé. La mission, elle a évolué, elle a grossi, c'est devenu santé globale, santé mentale aussi, pas juste centré sur le VIH. Ouais. Le nom avait changé aussi pour réseau, après 00, pour refléter ça. Puis, ben, c'est ça. Fait que 32 ans plus tard, on s'est occupé beaucoup de vaccination, dépistage, la variole simienne, entre autres. On a été pas mal actifs là-dedans, ouais. Sinon, on fait des ateliers sur l'estime de soi, l'affirmation de soi, la consommation, vieillir gay, des ateliers pour les hommes trans, Phoenix, qui est un programme qui vient du CAM, oui, on connaît bien, que j'ai animé, qui est vraiment super sur l'érotisme, le développement des habiletés érotiques, ou la gestion des... Ah ouais, c'est vraiment génial. La gestion du risque aussi. On a des présences en sauna. On va dans les lieux de sexualité pour rejoindre les gens aussi, ce que ça se passe. Que vous vous déplaciez. Oui, absolument. Parce qu'on s'appelle l'équipe milieu, donc les milieux de sexualité. Toi, tu fais partie de cette équipe-là? Tu vas-tu sur le terrain? Absolument, oui. Fait qu'on va dans les saunas, on fait de l'intervention. Dans le fond, eux rencontrent l'infirmier pour des dépistages, puis nous, on les voit juste avant pour leur parler de nos services, puis voir s'il y aurait des besoins qui pourraient concorder dans le fond. Fait que des fois, on leur demande comment ça va ta sexualité, comment ça va ta consommation de drogue. Puis on leur dit, disons, lundi, j'anime des ateliers, des groupes de soutien pour les gens qui ont du problème avec le cristal meth. Ben, la personne va peut-être faire, regarde, je vais aller le voir. C'est un peu comme de l'outrage, du recrutement bienveillant. Fait que c'est ça. Fait qu'on fait ça à l'extérieur. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Les suivis individuels, c'est super intéressant. C'est un peu comme la psychothérapie, mais en relation d'aide. Dans nos bureaux ou en Zoom, entre 1 et 10 rencontres, c'est gratuit. Pratiquement pas de liste d'attente. Fait que c'est considérable, sachant que chez les psy, des fois, c'est 1 an, puis c'est 120$ de l'heure. Oui, c'est cher. 100%. C'est-tu majoritairement des sexologues qui travaillent chez Réseau? Non, sexologue, pour l'instant, je suis seul. Il y en a un qui est à la maîtrise en sexologie. Il y en a qui c'est travail social. C'est tous des backgrounds différents, dans le fond. Puis là-bas, notre titre, c'est intervenant psychosocial. Oui, c'est ça. Ça doit être multidisciplinaire par le vécu, puis comme les études de chacun, mais au final, vous êtes des intervenants. Exact. Cool. Puis ensuite, c'est comme des majeurs ou des spécialités qu'on a, mais ça fait... Notre chapeau, c'est vraiment intervenant psychosocial. Puis sinon, qu'est-ce qu'on fait? On a des présences dans les cégeps. On fait des quiz de santé sexuelle, on fait tirer des prix, c'est super le fun. On va dans les cliniques, on se promène. On est au CIDEP aussi, CIDEP Plus, qui est une clinique de santé sexuelle. On fait la même chose un peu que dans les saunas, on rencontre les gens avant. Fait que des fois, ils ont des besoins, puis on peut les ramener chez nous dans les services, etc. Fait que je dirais que c'est ça, Réseau. Je trouve que c'est tellement beau de voir un organisme qui s'adapte aux besoins de la communauté tant avec les années, puis qui est autant comme actif sur plein de tant l'intervention que l'éducation à la sexualité, terrain. Est-ce que vous faites de la recherche aussi? On fait pas de recherche, on participe par contre avec des gens qui font de la recherche. C'est ça. Comme Engage qu'il y avait dans nos bureaux. Souvent, il y a des partenariats dans le fond. C'est pas nous directement, mais vous êtes impliqués. On dit toujours oui, j'ai l'impression à ça, absolument. Je trouve ça fun. Ouais. Puis votre clientèle, c'est les ARSA. Oui, ARSA. Maintenant, hommes trans aussi, ce qui est nouveau. On a j'ai oublié de vous parler aussi on a comme une autre division qui s'appelle TDS, Travail du sexe, qui est un autre local dans le village. Là-bas, on donne des repas chauds en plus, des vêtements, etc. Il faut que la personne soit travailleuse du sexe. Comme un critère. Puis là-bas, on accepte les femmes trans aussi, ce qui est un peu un plus à notre mission qu'on a moins dans l'autre division. Fait qu'on élargit notre public cible tranquillement. Puis vous avez un local où est-ce qu'on peut vous trouver, mettons, dans Montréal? Oui, absolument. On est sur Plessis, au coin Ontario. Ça, c'est je dirais notre comment on dit ça, quartier général. Puis l'autre, c'est un lieu secret dans le village qu'on ne peut pas dévoiler parce qu'on ne veut pas que les gens se rendent là pour rien. Là. C'est plus par entrevue qu'on peut y aller ensuite. Si, mettons, quelqu'un veut passer l'entrevue pour y aller, il va à votre quartier général. Exactement. Ou par le site Internet avec l'adresse pour parler à la réception. Puis on va l'appeler ou on va communiquer avec lui directement pour l'entrevue ensuite. OK. Wow, super. Puis là, on te reçoit aussi pour parler de la culture gay à Montréal. Parce que, tu sais, c'est ça que je disais tantôt, comme, OK, on a un bac en sexo, mais l'expérientiel nous manque vraiment beaucoup. On ne connaît pas, genre, tu sais, si tu fais pas partie d'une communauté, t'en sauras pas plus. Au bac, c'est très... Très théorique. C'est très théorique, puis les études sont hétéro, blanche, classe moyenne. Tout est basé là-dessus. Fait qu'on finit notre bac, puis si on s'est pas spécialisé dans un domaine
ou on vient pas d'une communauté X, Ouais. on sait pas. On Ouais. sait pas. Tout ce qu'on a appris, c'est une relation d'aide basée sur un type d'individu, malheureusement. Puis personnellement, puis professionnellement, ben, d'être en contact avec des gens qui font partie de différentes communautés, ça nous aide à la compréhension, là, parce que c'est quelque chose qui manque. Fait qu'aujourd'hui, je voulais qu'on parle de toute la culture gay à Montréal, de, tu sais, des saunas gays, genre tous les espaces qui existent pour avoir une sexualité. Comme André et moi, on en parlait, puis on était comme, ça existe pour la communauté gay, ça existe pas pour la communauté hétéro, fait que c'est comme quelque chose qu'on connaît pas tant, tu sais. Ok. Fait qu'on voulait commencer par, tu sais, ce qu'on... Je pense toute la place de l'homme gay, notamment dans la communauté, c'est... On dirait que c'est comme... Vous êtes dominant dans votre propre communauté, genre dans la communauté LGBT, mettons. Ouais. Comme, tu sais, c'est beaucoup ce qu'on entend, c'est beaucoup votre communauté qui a des endroits pour vivre une sexualité. Fait que comment, toi, tu te situes par rapport à ça? Tu sais, comment... Ben, je pense que tu as raison quand tu dis qu'on est un peu dominant dans notre propre communauté, parce que, mettons, dans l'acronyme LGBTQ+, etc., c'est toujours nous qui avons été les plus visibles Ouais. du lot, tu sais, versus les femmes lesbiennes, etc., qui étaient peut-être moins nombreuses, ou en tout cas, on les voyait moins, puis souvent plus silencieuses pour les causes, etc. Fait que je pense qu'on a porté peut-être plus frontalement les causes comme le mariage gay, des choses comme ça. Fait que dans les médias aussi, on était plus présents, etc. Fait que c'est sûr que ça donne cette impression-là. Je pense que c'est quand même vrai aussi, parce qu'en nombre, on est beaucoup. Oui. Ouais. Oui, j'imagine aussi. Puis je pense que les médias ont laissé plus la place aussi à la communauté Ouais. gay d'être un peu la tête d'affiche, Ouais. de porter comme le fardeau de protéger votre communauté, de défendre vos droits, parce que c'est ça qu'on entend beaucoup. Tu sais, si on pense à tout ce qu'il y a eu comme en termes de manifestation, on pense beaucoup aux hommes gays, tu sais. Ouais. Surtout aux hommes gays blancs. Fait que- Qui se marient puis qui ont des projets d'avoir des enfants. Oui, Tant que ça vient pas bousculer Ouais, c'est quand le même script. hétéronormé un peu, Oui, tout ça. c'est ça. Tant même que- dans en la fait, communauté. c'est comme si socialement, on le tolère plus parce que ça vient pas trop bousculer. OK, t'es gay, mais au moins tu veux des enfants puis tu veux On te marier. appelle ça un bon gay. C'est Le ça, mauvais gay, exact. le bon gay. Ouais, Exact. Puis ce qui pourrait venir aussi expliquer des différences de traitement à l'intérieur même de la communauté aussi. Absolument, absolument. C'est pour ça que c'est moins vrai maintenant, mais moi, je me rappelle quand je suis arrivé à Montréal, début des années 2000, ben c'est ça. Tu avais les bons gays puis les mauvais gays. Fait que si tu te mariais, si tu voulais adopter, tu voulais acheter une maison, ben, tu étais considéré comme un gay acceptable. Puis versus certaines personnes ben, qui étaient peut-être plus volatiles, moins en couple, plus courageux, qu'on disait, ben, c'était moins bien vu. Tu sais. Malheureusement, c'est comme un double standard. Et mais je trouve ça le fun que maintenant, ça soit plus le cas nécessairement, même si ça existe encore, puis ça va tout le temps exister. Parce que même comme chez les hétéros, il y a encore des standards. On se marie, la fille, il faut qu'elle ait un enfant, etc. Tu sais, la pression des pères, etc. Ouais. Ouais. Ben oui, puis tu sais, il y a comme des scripts sexuels hétéronormés qui rentrent dans la communauté. Absolument. Mais comme tu dis, de moins en moins, je pense aussi. Puis il y a de plus en plus de diversité médiatique qui laisse la place aux personnes qui prennent la parole. Oui. Tu sais, c'est comme, c'est pas tout le temps comme l'homme blanc gay qui va prendre la parole, par exemple. Fait que ça, je pense qu'il y a un avancement au niveau de la société. Y Absolument. a-tu un boost de représentation à l'extérieur des réseaux sociaux ou ça se passe majoritairement dans les réseaux sociaux? Mettons, si on parle de la télé québécoise ou des trucs comme ça, sentez-vous qu'il y a une poussée à la représentation puis à l'espace pour les gens en parler? Est-ce que tu parles des hommes gays, principalement? Oui, mais de toute la communauté gay à Montréal, des Arsa, par exemple, des trucs comme ça. Des médias ou genre dans... Parce qu'il y a énormément d'activistes sur les réseaux sociaux, mais si on parle vraiment d'une source médiatique de journal, de télévision, d'émissions québécoises. Mais c'est tellement traditionnel, les médias traditionnels, parce qu'ils sont consommés premièrement par des gens plus âgés, en général. Fait que pour rejoindre, j'ai l'impression que c'est un peu moins... Tu sais, les réseaux sociaux, c'est comme... Premièrement, c'est nouveau, c'est plus nouveau, tu sais. Puis c'est là que les gens consomment, de notre âge, de notre génération, consomment plus, tu sais. Fait que je pense que les gens... Tu sais, il y a j'ai l'impression que c'est encore moins consommé, les médias traditionnels, par notre génération, tu sais. Il y en a beaucoup moins de notre âge qui vont lire les journaux, là. Fait que j'imagine que je pense qu'il y a plus de place, mais il y en a encore moins que sur les réseaux sociaux, tu sais. Puis aussi, contrairement à... Les réseaux sociaux, tout le monde peut avoir une parole puis une voix. Ouais. Les médias traditionnels, non. Ça passe puis c'est filtré par des journalistes. Fait que c'est pas pareil, tu sais. Mais ça. je me posais la question pour les médias traditionnels, parce que c'est ça le mot que je cherchais, traditionnel. Parce qu'on avait parlé dans l'épisode sur un peu la diversité des érotismes, puis comment comme s'évader d'une... Sexualité normative. Ouais, puis vanille.
puis que le taux de représentation à la télé va influencer la vie des gens puis la manière dont ça va être scripté. Fait que si la seule représentation de sexualité que tu as, c'est 2 personnes hétéros, ben tu as les scripts pour le faire. Mais étant donné que les communautés, par exemple les communautés gays, lesbiennes, n'avaient pas cette représentation à la télé, la communauté LGBTQ, la communauté queer a dû créer leur propre script. Puis là, j'étais curieuse de savoir comment tu l'as vécu ou comment tu vois que, mettons, les usagers des réseaux le vivent, de comme vivre sa sexualité sans avoir de repères. Il y en a de plus en plus, mais dans les médias traditionnels, ça reste très minoritaire. Ouais. Bien, heureusement, justement, il y a l'Internet, il y a le Netflix, il y a les séries, il y a toutes les autres chaînes. Puis il y a tellement de séries maintenant, puis de films qui sont queer, ce qu'il n'y avait pas avant. Avant, il fallait aller dans des festivals obscurs. Ben, c'est ça, ou streamer sur Internet, trouver des DVD dans des petits clubs vidéo un peu durs à trouver aussi. Tu sais, je me rappelle, moi, c'était super difficile de trouver des films gays quand j'étais ado. Maintenant, ben, tu ouvres Netflix, il y en a plein. Puis il y a plein de séries à ce sujet-là. Fait que j'ai l'impression que ça donne des modèles pour les gens aussi. Fait qu'ils se sentent peut-être moins seuls. Puis les modèles sont plus diversifiés que la personne qui attrape le VIH puis qui meurt. Parce qu'au début, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, ben, on avait Philadelphia. Fait que tous les films gays finissaient mal. C'était tellement décourageant. Mais cette heure, il y a plus d'espoir, je te dirais. Puis les gens sont plus juste des gays, ils sont considérés comme des êtres humains dans la fiction, comme les autres. Fait que c'est pas juste des porte-étendards d'une cause nécessairement. C'est ça. Les personnages sont autre chose que juste leur orientation absolument, sexuelle. parce c'est pas l'ami gay ou le cousin gay ou le... C'est ça. Ils sont multifacettes. Puis être gay, c'est une de leurs facettes. Puis ils en ont beaucoup d'autres, heureusement, grâce aux scénaristes. Puis comme André a dit, elle a ouvert la porte au script puis au code sexuel. Tu sais, comme on parle beaucoup dans la communauté hétéro, il y a beaucoup... On nous dit comment avoir de la sexualité. On dit, tu fais cette étape-là, cette étape-là, cette étape-là. Tu sais, on peut passer par préliminaire, pénétration, orgasme, éjaculation, terminé. En connaissant cette vision-là qui est partagée, comment tu sens que la communauté gay s'est appropriée leur propre script? Puis est-ce qu'il y a... Genre, y en a-tu un script? Oui, mon interrogation, c'est comme, y a-tu une sexualité gay qui est normative, puis après, quand tu sors, c'est bizarre, comme dans la communauté hétéro, où il y a plus de flexibilité? Ben, j'aurais dû faire un spoiler, mais attention au début, parce que je trouve que le terme communauté gay en partant, c'est un peu un mot valise qui veut pas dire grand-chose. Puis que je pense qu'il y a des communautés gays en partant. Puis je pourrais pas parler pour la communauté gay. Puis jamais j'aurais cette prétention-là. Si jamais vous voulez peut-être avoir des gens qui sont plus au courant, j'irais peut-être avec Charles Morin ou Jess Corneau qui font 2 fifs le matin, qui sont experts dans cette matière-là. Mais moi, en tant que jeune sexologue, je peux parler peut-être de mon expérience ou de ce que je vis, de ce que je vois, c'est ça, autour de moi, etc., avec mes usagers aussi chez Réseau. Moi, je pense que les scripts sexuels chez les homosexuels, les gays viennent quand même du même moule que les vôtres. Puis, c'est sûr qu'on a été nourris aux mêmes médias en partant, les films hollywoodiens, les films d'amour, etc. Puis faire l'amour, il y a un début, un milieu, puis une fin. Puis je pense qu'on s'est basé là-dessus aussi. Je pense qu'on a ajouté quand même une couche avec tout ce qui est top, bottom, dominant, sub. Tu sais, dans les applications gays, c'est très développé maintenant. Il faut que tu rentres de toutes sortes de petites coches à cocher pour filtrer finalement vers... c'est quoi tes intérêts, puis vers qui tu veux aller. Fait que je pense que ça a ajouté de la pression aussi chez les personnes gays, parce que faut comme rentrer dans certaines cases, je dirais, puis faut comme se normer d'une certaine façon, alors qu'à la base, être gay, c'était un peu sortir de la norme, mais... malheureusement, ça fait un peu le contraire. Puis ça met beaucoup de pression chez les gens. Puis je pense que ça rend la sexualité peut-être moins naturelle et fluide. Parce que des fois, on a l'impression que les gens s'attendent tellement à quelque chose de précis qu'on a quasiment plus le droit d'exister, nous, en arrière. Il faut comme prendre un rôle, il faut performer, en fait, quelque chose. Un peu comme l'angoisse de performance, toutes ces choses-là. Fait que ça amène encore plus. Est-ce que la binarité du top-bottom... On dirait moi qui parle en anglais. J'imagine la réponse est oui, mais vient limiter puis comme restreindre les possibilités de la sexualité? Absolument. Puis même, tu sais, on a le terme on dit versa ou versatile, mais tu sais... Switch en anglais. Oui, c'est ça, mais il y en a qui ne croient pas à ça ou il y en a qui ont peur de ça parce qu'ils se disent « Ah, ça veut dire que c'est pas un vrai top ou c'est pas un vrai bottom, c'est dit qu'il est versatile, etc. » Tu sais, il y a toutes sortes de préjugés au sein de la communauté, etc. Fait que c'est sûr que ça aide pas. Puis... en sexo, on le voit, idéalement, ça serait d'être fluide dans tout ce qu'on fait. Même
dans notre identité, dans notre genre, dans ce qu'on aime, dans qu'est-ce qu'on veut faire comme job, de juste pas s'arrêter à une affaire, puis se définir, puis être figé là pour le reste de sa vie. Mais là, c'est comme si ça met un peu des bâtons dans les roues à l'exploration parce que tu te définis, tu te dis, moi, je suis ça. Ouais. Je trouve ça intéressant. D'ailleurs, le courant non-binaire qui arrive depuis quelques années, justement, pour... c'est comme un autre discours. On n'est pas juste un homme, on n'est pas juste une femme, on peut être autre chose. Je sais que c'est pas fait pour tout le monde, mais il y a quand même une petite partie de la population à qui ça parle. Puis je trouve ça bien de pouvoir s'inventer, se réinventer. Puis, Ben, être qui on est, là, dans le fond. Absolument. Ouais. Parce que la sexualité, comme on dit, est tellement fluide, puis c'est tellement quelque chose qu'on apprend par la socialisation, fait que c'est parce qu'on a vu, parce qu'on a appris, par notre entourage, puis tout ça. Ce qui laisse pas place à la fluidité, pourtant, c'est une des sphères qui va beaucoup, beaucoup changer dans une vie, avec qui t'es, ta partenaire, le moment de ta vie. Puis, comme dans la communauté hétéro, dans la communauté gay, il y a aussi ça, de comme c'est ça qui est normal. Tu dois décider, justement, comme t'es top, bottom. Exact. Tu sais, il y a la pression de performance qui s'ajoute encore plus. Puis, c'est un truc qu'on se demandait parce qu'on en a beaucoup parlé en sexo, à quel point la pression de performance est présente dans la communauté homosexuelle, surtout chez les hommes, je crois, tu sais, qu'on parlait. Puis est-ce que tu le vois, ça, cette espèce de différence? Oui, il y en a dans tout le monde en vie, là, mais de ce que je me rappelle, c'est ressorti. Puis là, après, vient le lien avec le chemsex. Ouais, un beau lien, ça. Ouais, je te laisse répondre. C'est bon. Bien, absolument, parce que c'est vrai que dans la communauté homosexuelle, je dirais que l'identité gay vient avec une certaine charge de sexualité à la base. Peut-être encore plus que chez l'hétérosexuel. C'est comme si on était gay et en vie, si on avait une sexualité... des partenaires multiples, si on était très actifs, etc. Ça fait comme partie de l'identité d'être gay. C'est comme si c'était relié à la sexualité, être gay. J'espère que ça va changer un jour. Puis avec tout ce qui est les courants de la sexualité, je trouve ça intéressant de pouvoir dire qu'il y a un certain pourcentage de gens qui n'ont juste pas de libido ou d'intérêt sexuel, puis c'est pas plus grave que ça. Puis chez les gays, ça arrive aussi. Heureusement aussi. Fait que d'enlever cette pression-là de devoir performer, parce que c'est sûr que chez les gays, il y a toujours eu plus de promiscuité sexuelle que chez les hétérosexuels, avec les lieux de sexualisation comme les saunas, les parcs, les boisés, etc. Fait que ça a comme développé une espèce de pression que si tu fourres pas, tu vis pas, t'es pas vivant, Fait que il y a quelque chose au niveau de l'identité que je trouve un peu malsain parce que ça force les gens à peut-être se forcer, justement. Puis le chemsex répond à ça. Prendre des substances pour se stimuler, prendre du Viagra pour bander, tu sais. Il y a quelque chose c'est comme un cercle vicieux dans le fond. Hein. Oui, puis tu sais, pour expliquer le chemsex aux personnes qui nous écoutent, c'est d'avoir de la sexualité sous influence d'une substance. Puis souvent, c'est genre mettre... on parle pas de pot ou d'alcool en général. C'est plus des substances qui vont faire en sorte que tu peux avoir de la sexualité pendant un long moment, pas juste des heures, comme ça peut aller jusqu'à des journées. Là. Il y a certaines études qui rentrent quand même l'alcool, les poppers là-dedans, mais en général, on s'entend pour dire que ça va être cristal meth, qui est aussi appelé Tina, le GHB, la cocaïne, la méphédrone. C'est plus des psychostimulants, en fait, c'est ça, qui vont faire que tu décuples tes capacités, ton plaisir, tu dors pas pendant des jours, tu n'as pas besoin de manger, etc. Fait que tu deviens comme un Superman de la baise. Puis là, ce qu'on est en train de dire, c'est que la pression, le fait que l'homosexualité est associée à une performance sexuelle, pour arriver à atteindre ces standards de performance-là, le chemsex serait comme une solution à ça? Oui, pour certaines personnes, c'est ça. Il y a plusieurs raisons pourquoi faire du chemsex, mais il y en a beaucoup que c'est comme ça, c'est à ça que ça répond, en fait. Parce qu'on devient ce Superman. Oui, c'est ça. Okay. Mais c'est vrai que les homosexuels, on dirait qu'ils ont comme une étiquette de comme sont plus sexuels que comme l'air normal, en gros guillemets. Là. Ouais. Puis je pense que André puis moi, quand on faisait les lignes directrices du podcast, on parlait que quand même, dans votre communauté, vous avez beaucoup plus d'ouverture aux configurations relationnelles, puis vous êtes plus capable, ou il y a plus d'ouverture, à séparer la sexualité du romantique puis de l'émotionnel. En général, oui. Oui, en général. Est-ce que tu penses que ça a un peu rapport à ça de... Pas nécessairement que vous soyez plus actif sexuellement à cause que vous êtes capable de faire la distinction, mais il y a quand même ça qui existe, que dans la communauté hétéro, c'est encore vraiment comme... Il n'y a pas beaucoup de monde qui y adhère, tu sais. Puis dans la communauté gay, tu sais, les études ont c'est quoi le mot? Ont recensé que vos configurations relationnelles étaient beaucoup plus diversifiées que dans la communauté hétéro, tu sais. Fait que,
est-ce que, premièrement, c'est quelque chose que tu vois, tu sais, en termes de comme... Je le vois absolument. Il y a beaucoup de couples ouverts, de relations libres, de polyamour dans la communauté queer. Je pense que ça vient du fait aussi que peut-être que c'est toujours des généralisations, mais que les hommes sont peut-être moins sentimentaux par rapport aux filles. Fait que ça doit jouer quelque part, j'ai l'impression. Tu sais. Moins de jalousie peut-être, moins le besoin d'avoir les réponses dans une relation, de sentir d'être toujours aimé, etc. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des besoins émotifs que les hommes ont moins besoin d'avoir. Fait que peut-être que ça l'aide à avoir un détachement par rapport aux relations. Je pense qu'il y a aussi un espace aussi, parce que c'est une sexualité non normative de base, il y a encore plus une place à la déconstruction des normes et donc la monogamie est remise en question plus facilement par la communauté queer. Absolument. Puis qu'il y a un espace plus grand, du moins à la discussion sur les ouvertures du couple et tout. Juste comme le livre comme Ethical Slut, il y a beaucoup de gens dans la communauté qui vont le lire, mais juste pour voir la théorie derrière, mais ensuite ils vont l'appliquer aussi parce qu'ils le ressentent. Ils ressentent le besoin aussi de sortir du cadre, puis ça leur correspond plus au final. C'est sûr que c'est difficile de faire exploser les modèles. On a été élevés, on a été groomés là-dessus. Et c'est le travail d'une vie. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, on veut tous être aimés. On aimerait ça être la personne préférée d'une personne. Mais des fois, c'est de déconstruire ça puis de se rendre compte qu'on peut peut-être être aimé par plusieurs personnes. Ou, tu sais. Déconstruire les principes de possession d'un individu, aussi, de la moitié puis de l'âme sœur. La fameuse compersion. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans vos cours. C'est-tu la demi-personne qui devient une Non, entité? la compersion, c'est l'exact opposé de la jalousie. C'est d'éprouver du plaisir parce que ton partenaire reçoit du plaisir, même si c'est pas toi qui es au centre de ça. Ouais, on en avait parlé dans le cours de diversité des érotismes à travers, j'ai oublié le terme, là, mais quelqu'un qui prend du plaisir à regarder son partenaire avoir de la sexualité avec quelqu'un d'autre. Puis que ce qui venait motiver cet érotisme-là, c'est ce sentiment-là de compensation. Absolument, oui. C'est ça. Puis, je sais pas, j'ajouterais un truc par rapport au pouvoir. Quand tu es en relation avec le même genre, le rapport de pouvoir est différent. Dans la communauté hétéro, il y a un rapport de pouvoir. La sexualité devient comme un pouvoir possédé, tu sais. Puis j'ai l'impression que dans des relations où les deux personnes ont le même genre, parce que, tu sais, tantôt on parlait, oui, dans la communauté gay, il y a peut-être plus de configurations diversifiées, mais dans la communauté lesbienne, je sais pas exactement, mais je pense qu'il y a plus place aussi à avoir un rapport plus égalitaire, ce qui permet de vivre ça. Oui, absolument. Parce que c'est sûr qu'en étant deux hommes, ben, il n'y a pas le rapport de pouvoir homme-femme qu'il y a depuis des centaines d'années dans les relations normales. Ben, normales / avec des gros guillemets, normales. Normative qu'on se fait, voilà, hétéronormative qu'on se fait présenter. Là. Exactement. C'est sûr qu'il y a quand même des grosses différences entre les individus, puis il peut y avoir de la violence domestique, par exemple. Chez deux garçons, on a fait une campagne chez Réseau par rapport à ça, justement. Il ne faut pas penser que parce que c'est deux gars qu'il ne se passe rien puis que la violence n'existe pas. Il va y avoir des jeux de pouvoir un peu partout, mais c'est sûr que déjà, il n'y a pas la domination de l'homme sur la femme comme dans une relation standard hétérosexuelle. Fait que c'est sûr que ça joue à un certain niveau. Souvent, on va dire que les hommes ont plus de libido, ce qui est un mythe. Est-ce que c'est un mythe? Je pense que peut-être que c'est vrai, en tout cas. Le mythe, c'est que les femmes en ont moins, en fait. Oui, c'est ça. C'est peut-être ça, la façon de le phraser. Oui, c'est ça. Mais tu sais, que ce soit biologique ou social, ça reste que c'est... Dans la réalité, c'est un peu ça que c'est comme ça que c'est vécu, tu sais. Puis dans les couples hétéros, du moins. Oui, c'est ça, tu sais. Il y a toute l'histoire de la charge mentale aussi qui rentre là-dedans, etc. Mais tu sais, souvent, on se dit, deux gars, ils ont peut-être le goût de faire l'amour plus souvent. Puis ensemble, fait qu'ils vont faire l'amour plus souvent que dans un couple hétéro. C'est un peu ça qui arrive aussi. C'est que je pense que ça s'avère vrai que nos clichés entre hommes et femmes, ça joue pour un couple gay. Il y a une question qui me vient en tête. Si, mettons, les rôles de genre homme-femme s'appliquent dans un couple gay, ou est-ce que quelqu'un va incarner plus de féminité puis plus de masculinité? Ça, c'est la question à 1000$ quand on dit « c'est qui fait la femme? » Exactement, mais comme c'est tellement souvent posé, cette question-là. Fait que est-ce que c'est complètement de la bullshit? Est-ce qu'il y a un rapport? Mais en fait, c'est parce qu'on parlait de dominance tantôt. Fait que est-ce qu'il y a une dominance qui est faite par rapport à quelqu'un qui incarnerait plus de masculinité
Je pense que les rôles ne viennent pas du tout du masculin au féminin, ils viennent vraiment de les habiletés de la personne. Si c'est une personne qui est plus bonne en comptabilité, par exemple, ou en gestion, ben c'est peut-être elle qui va s'occuper de ça dans la maison, fait qu'on va dire « Ah, c'est l'homme de la maison », ou etc. C'est comme d'accoler des stéréotypes chez des gens, mais qui n'ont pas du tout ces rôles-là intrinsèquement. La personne n'est pas plus féminine, ou etc., mais peut-être que il est peut-être meilleur dans le ménage, ou il aime ça faire ces tâches-là, ou il adore cuisiner, par exemple. Mais là, de l'extérieur, on va dire c'est la femme du couple, par exemple. C'est juste de reproduire des stéréotypes qui sont très clichés, qui ne devraient pas être là à la base, parce que dans des couples hétéros, c'est le contraire. C'est la femme qui a les culottes, comme on dit dans la vieille expression, puis c'est l'autre qui cuisine, puis c'est l'autre qui va chercher les enfants, puis tu sais... Fait que je pense qu'il faut juste avoir une lunette plus éclairée puis arrêter de voir les choses à travers le prisme des préjugés. C'est ça, cette question-là est posée avec tout le temps une lunette hétéronormative parce qu'on vit dans une société qui est complètement hétéronormative, fait qu'on on appose des stéréotypes à des communautés qui ne le vivent pas. Exactement, c'est ça. C'est pour ça que c'est une question qui nous fait tout le temps rire quand on reçoit on reçoit cette question-là. On fait comme « What? Are you serious? » Puis est-ce que tu vois, tu sais, dans la communauté hétéro, on parle beaucoup des inégalités par rapport à la charge mentale puis au rôle de dominance de l'homme. Parce que, tu sais, oui, on va dire comme, la femme porte la culotte, mais comme quand tu regardes, la charge mentale va être beaucoup portée par la femme, puis il va y avoir un rapport de pouvoir. Est-ce que dans la communauté homosexuelle, c'est quelque chose que tu vois, mais qui va être incarné différemment? On le voit. Dans certains couples, moi j'en ai dans mes patients que je te dirais que des fois je le vois cette inégalité-là. Des fois il y en a qui gagnent le triple de l'autre reste plus à la maison. Fait que c'est sûr que ça peut amener des inégalités par rapport au pouvoir. Ça existe partout, j'ai l'impression. Oui, c'est juste pas basé sur le genre. C'est ça, c'est pas basé sur le genre, ça va être vraiment le statut économique, ça va être la condition mentale. Il y en a qui ont des santé mentales plus fragiles, fait qu'il faut qu'ils prennent des arrêts de travail, des choses comme ça. C'est tous les déterminants sociaux, puis on arrive avec notre bagage, fait que c'est pas nécessairement homme-femme. Je pense qu'il y en a partout, vraiment. Ouais. Puis est-ce que tu le vois aussi au niveau de la pression de performance, comme on parlait tantôt? En fait, c'est plus... Oui, il y a la pression de performance, mais je trouve que c'est peut-être un préjugé que j'ai, là, mais vous avez la communauté, je parle en général, généralité, toujours un besoin de bien paraître. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes gays, plus que, mettons, d'hétéros qui vont avoir du botox, par exemple. Puis il y a comme un stéréotype de l'image de... Tu sais, on le voyait... Je pense que c'était dans la pression de performance, le cours qu'on avait eu sur les dysfonctions, à quel point... Oui, je sais exactement de quel enseignant tu parles qui nous avait parlé de ça. Justement que... Nous l'appellerons Yann. Exact. Voilà. Justement, que Yann nous expliquait qu'il y a tout le temps ce besoin-là de bien paraître, puis autant dans la sexualité, ce qui apporte une pression de performance sexuelle notamment, puis... Il y a quand même une différence au niveau de la communauté, je trouve qu'il y a comme un lourd poids à porter. Là. De la pression de l'incarnation de la beauté, mettons, genre descendant de beauté? Mais de tout, tu sais. Okay. Il y a comme autant du statut économique dans la sexualité, tu sais, dans plusieurs sphères, il y a comme... On dirait... Mais le culte du corps a tout le temps été associé quand même à l'homosexualité, parce que si on se souvient, disons, dans les 60-70, tous les magazines, le culturisme, les gros muscles, le cuir, l'hypermasculinité dans le fond. Fait il y a comme quelque chose au niveau de... Je pense que pour tuer un peu le féminin, ils se faisaient reprocher d'être, disons, efféminés, etc. Ben, ils sont allés dans l'hypermasculinité. Fait que la masculinité, ben c'est quoi? C'est les muscles en partant. C'est la première affaire qu'on voit. Okay. Fait que je pense que ça s'est développé tranquillement. Fait que c'est devenu un fétiche à être musclé. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé à Montréal, début des années 2000, on appelait ça les clones, en fait. On allait dans le village, puis on disait que tout le monde se ressemblait parce qu'ils étaient tous musclés, ils étaient épilés. C'était vraiment un certain type physique. Fait que oui, la grosse pression, je te dirais, de ressembler à quelque chose, d'avoir l'air en santé, d'avoir l'air musclé, d'avoir l'air friqué, etc. Je vois par contre une grosse évolution aujourd'hui parce que je trouve qu'il y a tellement une diversité au niveau des corps, des styles vestimentaires chez les gays.
toute la sphère queer, il y a tellement de... ça a comme explosé les genres aussi. Oui, on pourrait dire qu'il y a certaines personnes qui se ressemblent, toujours, mais c'est beaucoup plus diversifié que les clones dans le temps. Tu vas aller à l'UQAM, par exemple, on est allés toutes les trois. Les styles vestimentaires de là, c'est éclectique, les vêtements sont plus amples. Avant, on voulait juste montrer qu'on était bien fait, qu'on était mince, puis qu'on était musclé. C'est-à-dire, les gens, on dirait que c'est quasiment le contraire. Ils ont des vêtements très larges. C'est plus basé sur l'hypersexualité. J'ai l'impression que ça doit être relaxant pour les jeunes d'aujourd'hui. Mais tantôt, tu parlais des personnes non-binaires, mais c'est toute la discussion sur l'identité de genre a pu permettre une discussion plus générale dans la société, peu importe qui on est, d'où on vient, sur l'expression de soi, puis l'expression vestimentaire, puis a permis une plus grande tolérance à la diversité. Oui, absolument. Avec la diminution de l'homophobie aussi, là, avec oui. tout ce qui a changé dans les dernières années, on s'entend, c'est récent. Là. Fait que, je pense que ça l'a permis aussi à un gay de ne pas vouloir avoir l'air hétéro, pour être accepté, ce qui a permis une expression de genre beaucoup plus diversifiée. Quand on parle des muscles, quand on parle, c'est, comme tu dis, de l'hypermasculinité, de rentrer dans le moule de la masculinité, de rentrer dans le moule de l'hétéro, c'est comme... Exact. Tout est dans tout, là. Puis je pense qu'avec, comme on dit, l'ouverture il y a beaucoup de travail à faire, mais ça reste que, dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'activistes qui ont permis... justement, de plus vivre comme on a envie de vivre, puis ça se transmet par l'expression de genre aussi. C'est pour ça qu'on dit que le queer est révolutionnaire. Le queer permet de questionner des normes qui sont en place, puis ça peut passer par des trucs aussi... Tu sais, on n'y pense pas, mais juste la façon dont tu t'habilles quand tu te réveilles le matin. Plus en accord avec comment tu te sens. C'est ça. Puis c'est pas juste applicable aux homosexuels, LGBTQ+. Je pense que le queer rayonne aussi chez les autres, parce que ça leur donne une espèce de liberté, au final, dans le fond. Tout à fait. Oui. Puis si on passe à un sujet que je trouve tellement intéressant, qui est tellement méconnu, c'est les lieux publics où la sexualité gay est acceptée, où il y a des endroits comme... Je veux un genre de ce que tu connais de ton vécu. Oui, parce que ça n'existe pas dans la communauté hétéro. T'as pas un endroit... le cinéma L'amour. Là. Ouais. Rosie, est-ce que tu te rappelles notre expérience au cinéma L'amour? Je l'ai dit dans un épisode, d'ailleurs. Oui. Mais... Ça nous a coûté 100$ puis on n'a rien vu. Il n'y avait personne, on était les seuls, on était 4. on était littéralement les seuls. C'est que ça qui sont comme ils se tournent les pouces, ils Je pense qu'on s'est clairement contré du jour. Ouais, c'est ça. Un jour de semaine, en tout cas, c'était bien tranquille. Mais oui, c'est ça. Les lieux publics, je sais pas s'il y a un historique de comment c'est né puis tout ça, mais à Montréal, on a quand même une couple. Oui. Je pense qu'avec la clandestinité, surtout dans les années peut-être 50, 60, 70, où c'était impossible de se rencontrer. Il n'y avait pas d'application. Les gens, tu pouvais pas vraiment dire que tu étais homosexuel, etc. Fait que ça a vraiment développé des lieux où les gens peuvent se rencontrer incognito, un peu clandestinement, dans le noir. Tu vois pas la face nécessairement de la personne. Puis, je pense que tranquillement, ça a développé un érotisme aussi, parce que c'est devenu un peu comme un fétiche. Tu sais, les marins sur le port, sur le quai, la cigarette, etc. Tu sais, on a vu ça dans plein de chansons de Jeanne Moreau et autres. Fait que je pense que c'est devenu comme quelque chose de très excitant aussi, tu sais, de l'interdit d'avoir une vie aussi en parallèle, parce que c'est sûr que ces gens-là ne pouvaient pas être homosexuels non plus dans ce temps-là, fait qu'ils vivaient une double vie. Heureusement, ce qui arrive de moins en moins, mais ça arrive toujours pour certaines personnes quand même. Mais oui, c'est ça. Fait que tranquillement, il y a plein de lieux qui se sont développés. Il y en a moins qu'avant, je crois, parce que le besoin est moins là. De la même façon que les bars gays dans le village sont moins nombreux parce que le besoin est moins là aussi. Puis on a des espaces queer à l'extérieur du village. Fait que c'est sûr que les gens, on se multiplie pas, fait qu'on se répand ailleurs, fait qu'on va moins là. Fait que je pense que les lieux publics, c'est la même chose aussi. Peut-être qu'avec les applications, les gens font peut-être plus les choses dans la maison aussi. C'est la grande discussion des dernières années, la mort du village. Y a-tu vraiment un village? C'est quoi les vestiges du village? Le village a changé beaucoup à travers les décennies à Montréal. Ça n'a pas toujours été proche du pont, là. Mais ça a changé avec les années puis les générations. Mais là, tu sais, le village, qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'il en est? Exact. Parce qu'il y a moins besoin d'avoir ce safe space-là. Un quartier désigné où l'expression de sa sexualité est tolérée parce qu'elle l'est un peu plus partout. Je me demande si c'est comme une bonne nouvelle, entre guillemets, tu sais, justement, vu que, comme tu disais, il y a comme plus l'espace un peu partout, puis c'est pas obligé d'être dans un quartier spécifique où tu te sens
dans un safe space, tu sais. Ouais. Mais là, il y a le débat parce qu'il y a un gros sentiment d'appartenance au village aussi que les gens perdent. Oui, c'est vrai. Mais c'est sûr que c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on est plus accepté. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que la contrepartie, ben, c'est que le village est en décrépitude depuis au moins une dizaine d'années, sinon plus. Il y a beaucoup d'itinérance, il y a des commerçants qui pensent à fermer, tellement que les clients viennent plus sur les terrasses parce qu'ils se font trop achaler, etc. Fait que, il y a tout le problème de la pauvreté à Montréal aussi, puis pourquoi tous les gens se ramassent là aussi. Faudrait être créatif, je pense, au niveau des itinérants pour, si on veut, revitaliser le village, parce qu'on peut pas partir, avoir des bonnes idées, mais une trop mauvaise à côté en même temps. Il faut jouer sur plusieurs fronts. Mais oui, c'est sûr. Fait que les bars se sont vidés tranquillement. Les lieux de sexualité publique ont diminué, mais il en reste quand même pas mal. Puis je dirais que je vous donnerai pas tous les noms, parce qu'on ne veut pas les brûler. Je veux les grandes classes, tu sais. On connaît les saunas, on connaît, tu sais, y a-tu comme... Je sais qu'il y a des donjons pour la communauté BDSM, par exemple. Est-ce qu'il y a la même chose dans la communauté gay? Moi, je connais pas de donjons publics. Peut-être qu'il y en a des privés. Moi, il y a des petits donjons dans les saunas, là, comme des slings, des petits labyrinthes, des glory holes, des choses comme ça. Le réseau, d'ailleurs, on va dans les 3 saunas principaux pour faire du dépistage, etc. Fait que je connais ces saunas-là. Peut-être dans des lieux privés, il y a peut-être des donjons, comme vous dites, pour la communauté BDSM. Sinon, il y a les campings gays. Ah, OK. Oui, absolument. On est là, nous, on a 4 ou 5 présences par été pour faire justement l'intervention dépistage. Je pense à Camping Plein Bois, Camping de la Fierté. Je pense que c'est les 2 seuls qui restent. Avant, il y en avait 3, mais sous toute réserve, je pense que l'autre a fermé. Il y a des chutes célèbres avec lesquels on a eu des problèmes pendant la pandémie parce qu'ils ont décidé de un peu fermer ça parce qu'il y a des enfants qui auraient vu des choses, alors qu'en tout cas, l'histoire est bien polémique parce que paraît que c'était juste pour finalement fermer cet accès-là à la communauté queer. Sinon, il y a des parcs, il y a certains parcs qui sont assez connus pour ça, un peu comme le parc La Fontaine dans le temps, mais quand ils ont coupé les arbres, ben, il n'y avait plus les lieux pour le faire dans les bosquets, par exemple. Ou le Mont-Royal aussi. Oui, c'est ça. Il y a certains boisés autour de tracts de chemin de fer à Montréal qui sont bien connus. Il y a un pont, en dessous d'un pont bien connu aussi. Sinon, quel autre espace de transgression? Il y a certaines toilettes publiques dans certains parcs. Il y a des applications qui existent comme Squirt qui listent toutes ces choses-là. Fait que c'est pour les gens qui voudraient explorer, peut-être, aller voir là-dessus. Voilà, en gros. Moi, c'est ce que je connais. C'est sûr qu'il doit sûrement en avoir d'autres. Mais la naissance de ces lieux-là, comme tu dis, c'est parce que c'était quelque chose qu'on devait cacher. Fait que peut-être qu'effectivement, avec l'acceptation, comme on parlait tantôt, qu'il y en a moins. Par contre, ça reste que, tu sais, nous, on est déjà sortis au Unity, tu sais, qui était comme, tu sais, quelque chose dans le temps qui était comme un bar gay. Qui est rendu très hétéro, en fait. Ben, ça reste que, quand on est allé, en tout cas, mon expérience était beaucoup plus positive que dans un bar avec... Oui, il y avait des hétéros, mais ça reste que c'était majoritairement gay. Puis le safe space que ça a créé pour des femmes, j'étais genre, wow, on ressort là, tu sais. Je pense que c'est une critique, en tout cas, de mes amis queer, que c'est, étant donné que c'est des safe spaces, les femmes hétéros qui sont tannées de se faire harceler dans les bars hétéros vont dans les bars gays, mais là, ça crée... C'est comme contre-productif pour la communauté queer parce qu'ils sont comme, ben là, c'est nos espaces. Ben, ça change la fonction, puis ça fait que nous, on va plus dans nos lieux. Parce qu'on se dit, hein, des maudits hétéros. Je dis maudits que des gros guillemets. Mais oui, non, je comprends. On en avait parlé, puis on se sentait un peu imposteur-ish, genre. D'où l'importance des lieux en non-mixité. Fait qu'il faut que ça reste, quand même. Certaines soirées où, tu sais, c'est ça, c'est comme on peut tout faire en même temps, puis on peut décider qu'un lundi, ben, c'est juste des femmes, puis l'autre, c'est juste des hétéros, puis l'autre, c'est juste des... Tout est possible, mais tu as raison quand tu dis que ça peut dénaturer la vocation d'un espace. Oui, tout à fait. Mais je pense que dans la communauté hétéro, ça existe aussi, c'est juste qu'il faut peut-être plus chercher, c'est moins exposé. Tu sais, il y a le club L, notamment le club libertin, qui est... je veux pas dire... En tout cas, une de mes amies est allée, puis c'est vraiment un endroit où, tu sais, il y a aussi des hétéros, mais c'est pas autant... Je sais pas comment dire, il faut plus que tu cherches, tu sais, versus la communauté gay, qui oui, il y a des espaces dans la communauté hétéro, il y a comme, il y en a-tu pour vrai, tu sais? Puis je pense qu'à Montréal, il y en a 2, notamment lui puis un autre que j'ai oublié, mais qui... Je pense que c'est des... Je veux pas parler parce que je suis pas allée, mais, tu sais, il y a des espaces qui existent, mais c'est moins... C'est comme très tabou, parce que dans la communauté hétéro, d'être comme... de sortir de la norme, comme on disait tantôt, du couple hétéro qui veut des enfants qui sont monogames. Nous, il y a tellement pas d'ouverture
Ben là, je parle En fait, à Montréal, là, je tire tout ça de mon cours de société homosexualité qui a été genre absolument incroyable au cours de mon bac. J'ai adoré. Là, c'était incroyable. Puis, je veux pas que mon prof me chicane si je me trompe dans les événements historiques, là, mais la création d'espaces un peu secrets, cachés, underground pour la sexualité homosexuelle a été faite parce que la sexualité dans l'espace public n'était pas tolérée du tout. Il y avait des descentes dans les bars, il y avait tant les bars gays que les bars lesbiens. Il y avait des arrestations dans les parcs, dans les lieux de meeting. Le parc Mont-Royal a été sujet d'arrestation sans cesse. Pendant les Olympiques de 76, ça a été horrible aussi. Dans les plus grosses descentes des bars, il y a eu des mesures de guerre qui ont été posées au Canada à cause de ça. Mais dans la communauté hétéro, il n'y a jamais eu de problème à vivre sa sexualité en public. Donc, ces lieux-là, il n'y a jamais eu un besoin qui a été créé pour créer des saunas, pour créer des donjons, pour créer... Tu sais, ça n'a jamais été un besoin parce que la sexualité dans l'espace public était complètement tolérée. Mais la sexualité, comme... Dès que tu sors de la norme, elle l'est moins. C'est ça. Oui. Fait que créer un donjon, mettons, hétéro, BDSM, c'est scandale ça. parce qu'on Exact. est pogné du cul. C'est ça. Mais ça existe, mais c'est moins parlé parce que quand tu sors, c'est comme... Ah, tu sors de la norme, tu sais, encore... En tout cas, ça reste de tout ce qu'on disait par rapport à tantôt que c'est mieux d'être dans la norme, t'es plus accepté. Ben oui. C'était aussi cacher ce gay que je ne saurais voir, tu sais, Ouais. peu importe se tenir la main ou s'embrasser, c'est impossible. Fait que c'est sûr que tu pouvais pas faire ça, encore moins la sexualité. Ouais. Fait qu'il existe des endroits, mais comme on dit, que ça soit une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, parce qu'une acceptation, ça reste que le fondement de ces endroits-là, c'est comme presque triste, tu sais. On a été obligé de créer des endroits pour avoir de la sexualité, pour pas se faire arrêter ou, tu sais, ça allait loin, là. Mais oui. Fait que... Mais il y a tout le volet clandestinité aussi, puis de rencontrer des inconnus qui est très excitant dans la communauté gay, pour certains gays, c'est pas pour tout le monde, mais tu sais, pour certaines personnes, ben ça fait partie de leur excitation aussi, ces lieux-là en tant que tels, tu sais. Parce qu'ils voudraient pas nécessairement avoir un chum stable, ou ils ont un chum stable, mais ils aiment ça avoir des aventures, etc. Fait que, tu sais, ça répond aussi à un besoin qui est au niveau de la diversité des érotismes qu'on parlait tantôt. Ouais. C'est pas juste pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir du sexe, c'est aussi parce que c'est excitant aussi. Puis je pense que, tu sais, justement, t'apportes un point où, il y a comme ce besoin-là qui a été nommé, puis dans la communauté hétéro, ce besoin-là est plus comme... est moins accepté, d'avoir des configurations différentes. Oui. Ben, le sexe seulement pour le sexe chez les hétéros est moins bien vu, parce qu'on devrait se marier pour avoir des enfants, non? Exact. Oui, c'est ça, les étiquettes de Playboy ou de putes sont facilement lancées, là. Oui. Puis par rapport au... Tu sais, quand on parle aux endroits publics, est-ce qu'il y a des endroits pour le chemsex en particulier? Je te dirais que ça se passe majoritairement dans les saunas. OK. Oui, maintenant, les saunas, c'est rendu des usines à chemsex, en fait. OK. Ouais. Il y aurait même des pushers sur place. Souvent, les gens, tu rentres là, puis ils vont t'en donner de la drogue. Fait que tu n'as pas besoin d'en chercher, etc. OK. Malheureusement. OK. Y a-t-il des espaces à Montréal où tu peux consommer de manière plus sécuritaire, où ils testent les drogues sur place, où ils font les injections? Oui, tu vas avoir des espaces, des espaces sécurisés comme Spec de rue qu'on a juste à côté de chez Réseau, où tu as des cabines, tu peux t'injecter, ils vont te donner, il y a de la supervision, des kits de naloxone, etc. Tu peux tester ta drogue. Absolument. C'est sûr que pour le chemsex, c'est difficile parce que le chemsex, souvent, c'est fait dans le noir avec d'autres gens. Tu n'iras pas faire ça chez Spec de rue nécessairement parce que tu n'es pas dans ton contexte sexuel de sexualité sous influence, etc. Fait que souvent, les tests, c'est toi-même, tu peux amener tes bandelettes de fentanyl, par exemple. Tu peux t'assurer d'acheter ta drogue du même pusher. Il y a toutes sortes de trucs de réduction des méfaits, mais c'est une affaire qui ne se fait pas nécessairement dans la rue sur Ontario. Au jour. Est-ce qu'ils fournissent des aiguilles neuves, des trucs comme ça que, mettons, quelqu'un pourrait s'emmener pour plus tard? Oui, absolument. Nous, chez Réseau, on en donne aussi, puis tous les sites d'injection supervisée aussi. Est-ce que le chemsex, c'est très populaire, entre guillemets, comme pratique? Parce que, tu sais, vu qu'on avait notre travail là-dessus, on dirait que j'ai comme le stéréotype de comme, il y a beaucoup de personnes gays qui pratiquent le chemsex. Est-ce que c'est aussi populaire que ce que j'ai en tête ou comme pas tant que ça? Ça dépend où ce qu'on se tient puis qu'est-ce qu'on voit à travers quel prisme, en fait, on regarde. Si
tu regardes, disons, la communauté gay par l'application Grindr, tu vas peut-être avoir l'impression que 50% des gens font du chemsex, par exemple. Moi, j'ai des usagers, justement, qui disent « Ouais, mais je peux pas arrêter le chemsex. » Quand je leur dis « coupe tes contacts, fais le ménage, etc. », ils disent « Ouais, mais je peux... » Pour eux autres, ils ont l'impression que 100% de la planète en fait. Mais c'est vraiment un biais de perception parce que c'est pas du tout ça dans les faits. Il y a moins de 10% des gens, des gays qui auraient touché au cristal meth, par exemple, alors que ils sont surreprésentés dans les applications. Fait que oui, ça gagne en popularité, surtout à cause de la pandémie. Les gens se sont ramassés chez eux avec des santé mentales plus fragiles. Il y a eu des pénuries de cocaïne. Il y a toutes sortes de facteurs. La cocaïne, pour 100 pièces, tu vas faire quelques heures. Pour 40 pièces en cristal, tu vas faire 3 jours. Sous toute réserve. Je ne suis pas spécialiste. J'en ai jamais fait moi-même dans ce sens-là, mais on me dit qu'avec 40 $, tu pouvais vraiment toffer longtemps. Fait que c'est sûr que c'est un facteur économique aussi qui n'est pas négligeable, qui a fait que pendant la pandémie, ça a explosé. Puis c'est sûr qu'on dit que plus ça va, plus qu'il y a d'utilisateurs aussi. Fait que c'est un phénomène que la santé publique veut vraiment regarder de près parce que c'est des gros dangers au niveau de la santé mentale, financière, les emplois, la famille, les arrêts de travail. Souvent, ça va très loin. Alors, oui, parce que, tu sais, comme on en a parlé dans beaucoup, tu sais, ça reste que oui, c'est une pratique sexuelle en soi, mais c'est une consommation de drogue. Puis là, il y a le cercle vicieux de la dépendance qui embarque en plus. Oui, c'est ça. Puis on dit pratique sexuelle, mais la trajectoire du chemsex, c'est que tu vas connecter à travers le chemsex, tu vas avoir un sentiment d'appartenance, tu vas trouver des amants, mais plus ça va aller, plus la sexualité va être évacuée de la chose, jusqu'à même être plus là du tout. Puis là, tu vas consommer juste pour consommer parce que tu es accro à la substance, parce qu'elle est très toxique. C'est une des plus addictives au monde. Fait que, tu sais, c'est pas rare de voir deux personnes sur un divan qui s'injectent sans se toucher, là, parce que finalement, ce qui reste de ça, c'est juste la putain de substance, c'est ça. Il n'y a même plus de connexion, il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de sexualité. Est-ce qu'une autre conséquence de ça, ça peut être de ne pas envisager une sexualité autre que le chemsex? Oui, c'est le numéro 1 qui arrive souvent, c'est que ces gens-là ne sont plus capables d'avoir une relation standard, standard, je veux dire sans consommation, parce que on sait c'est quoi les récepteurs. Si tu les excites, son seuil de tolérance ensuite va être augmenté. Fait que si tu refais une activité sexuelle à jeun, par exemple, la personne aura zéro dopamine, zéro fun, zéro plaisir. C'est comme si je te flattais le coude tout d'un coup, puis tu vas faire « Ah, je suis supposé d'avoir un orgasme maintenant. » Non. La physiologie joue un gros rôle là-dedans parce que justement, tout ce que ça procure comme hormones, ça change ta perception de la sexualité. Tes standards sont plus les mêmes. Exact. Fait que, tu sais, tout entre en jeu, mais les motivations qui t'ont poussé à entrer dans le chemsex au début sont plus les mêmes à la fin, tu sais. Tu restes, comme tu as dit, pour les substances et non pour la sexualité. Exact. Sauf que t'es pas rentré pour ça. Ben non. Puis dis-moi si je me trompe, mais il n'y a rien de permanent, mettons, le seuil de tolérance peut rediminuer. Oui, absolument. Ça peut prendre du temps parce que c'est pas juste physiologique. La substance, elle va tellement imbriquer des images dans le cerveau puissantes qu'il y a tout un côté psychologique aussi qui est difficile à défaire après. Puis il y en a qui disent que ça a pris 1 an avant qu'ils soient capables d'avoir une sexualité. D'érotiser autre chose. Exactement, c'est ça. Puis s'ils étaient en arrêt, en sevrage, etc., juste de retourner faire une activité sexuelle, ça les refaisait faire des rechutes aussi parce que la sexualité et la substance sont tellement interreliées ensemble que c'est dur à défaire ces connexions-là. Fait que ça prend du temps. Il y en a qui parlent même de deuil de la sexualité, mais on sait qu'en général, ça peut revenir aussi. Il faut juste être patient. Il y a comme des trucs à déconstruire, même sur la pression de performance, de comme, j'avais une érection pendant comme 3 heures, là, je suis plus capable quand je consomme pas, tu sais. Fait que tout ça entre en jeu. Fait que comme tu dis, autant physiologiquement que psychologiquement, il y a des trucs à travailler puis déconstruire. Absolument. Mais on peut s'en sortir. Et oui, il y a de l'espoir. Exact. C'est ça la conclusion par rapport au chemsex, puis c'est exactement ça qu'on avait comme travaillé puis étudié. Puis tout va dans la réduction des méfaits aussi, tu sais, qui est le travail qui devrait être fait de pas comme... Tout se fait bien accompagné, mais comme tu peux comme sortir de ce cercle vicieux-là, dans le fond. Là. Le groupe, on a formé un groupe chez Réseau qui s'appelle Rétablissement avec un S entre parenthèses pour illustrer justement qu'il y a plusieurs types de rétablissement. Oui, tu as le modèle, cristal meth anonyme qui est l'arrêt de la substance, mais nous, on voulait aussi recevoir, c'est ça qui était nouveau aussi, des gens qui sont en consommation active présentement, mais même sur les lieux. Par contre, on avait mis la règle de « t'amènes pas de substance avec toi ni de matériel ». Des gens qui pensent arrêter, des gens qui pensent pas arrêter encore, mais qui
difficulté. Bon, souvent dans la roue du changement, mettons la pré-contemplation, ces choses-là, tu sais. Et des gens qui ont arrêté carrément, tu sais. Puis tout mélangé, fait que c'était un peu nouveau, puis c'était le fun. Fait que oui, la réduction des méfaits, elle existe aussi, puis ça peut être très efficace. Il y a des gens qui sont capables de gérer. C'est sûr qu'à long terme, une substance comme le cristal meth, c'est difficile à contrôler parce que c'est tellement fort. Mais il y en a qui sont capables d'en faire 3 fois par année aussi. Il ne faut pas penser que tu touches à la substance puis tu perds ta job la semaine d'après parce que tu n'as pas dormi pendant une semaine. Oui, ça arrive. Ces histoires-là, il y en a partout. Mais il y a aussi des gens qui pratiquent le chemsex de façon récréative et contrôlée. Je pense pas que ça peut durer 15 ans peut-être, parce qu'on le voit dans la trajectoire, souvent ça dégénère un peu. C'est pour ça qu'on est là. Mais oui, on fait les deux. Fait que dans le fond, abstinence et réduction des méfaits. C'est important d'être conscient que les deux existent. Puis là, on a parlé un peu des ressources qui sont offertes par réseau, notamment, comme on a dit pour la communauté ARSA. Puis récemment, on est bien fan de Prélib, là. Puis Prélib, je sais pas si tu avais vu qu'ils ont sorti qui offre la PrEP maintenant. Ah, je savais pas qu'ils offraient la PrEP. Oui, c'est full nouveau, là. Ça fait comme 2 semaines. OK, ben c'est ça. Oui, je pense. Prélib qui ont quelques succursales à Montréal. Fait que ça, c'est cool. Puis pour expliquer, la PrEP, en fait, c'est un médicament? Oui. Oui, médicament que tu vas prendre si tu es atteint du VIH pour tomber dans le... Ou par prévention. Oui, par prévention. La PrEP, c'est vraiment la prophylaxie. Pré-exposition, hein? Exact. Oui, c'est ça. Fait que c'est quand tu l'as pas. Tu vas la prendre quand tu l'as pas, exactement. OK, c'est ça. OK. Puis, c'est ça. Fait que si tu es en contact, par exemple, avec quelqu'un qui aurait le VIH, notamment... Là, tu prendrais la PEP. Tu prendrais la PEP. PEP qui serait la on va laisser David oui, ça va être mieux. la PrEP, en fait, c'est la pré, dans le fond. Tu vas la prendre régulièrement tous les jours pour prévenir justement l'infection au VIH. Mais si ça va te protéger. Si tu vois quelqu'un, si tu as des relations sexuelles avec quelqu'un qui a le VIH, est-ce que tu prends la PrEP? Idéalement, tu la prends pour te protéger. Comme ça, tu ne t'attraperas pas le VIH. OK. La personne peut être détectable ou indétectable, mais en théorie, si tu prends la PrEP, tu ne peux pas l'attraper. C'est assez efficace. Si tu ne prends pas la PrEP, puis tu as un contact à risque où il arrive quelque chose, tu as une consommation de drogue, tu ne te souviens plus si tu as mis le condom, là c'est la PPE, c'est la post-exposition. Voilà. C'est toujours compliqué entre post et pré. Post-exposition, donc après. Fait que, idéalement, prise dans les 72 heures après pour que ça soit efficace. Fait que si tu as le VIH dans le sang, ça va le faire mourir. Fait que c'est vraiment les deux façons de le faire. Puis la PrEP, tu peux la prendre à tous les jours ou tu peux la prendre au besoin. Ce qui veut dire, moi, je sais que j'ai une relation ce soir, je vais la prendre au moins 2 heures avant ma relation. Ensuite, le lendemain, je vais en prendre une, puis le surlendemain, je vais en prendre une autre. Fait que ça ferme la période de dangerosité, en fait, du VIH. Fait que c'est un peu comme ça. Pour différencier les deux, en tout cas, je me rappelle au bac, mon truc mémotechnique pour m'en rappeler, c'est que je le comparais à la pilule contraceptive, puis la pilule en continu versus la pilule du lendemain. Un peu sans m'aider mais au lieu d'une grossesse non désirée, c'est... Quand on fait des kiosques dans les cégeps, puis notre fameux quiz, on a une question que ça dit « Il existe une pilule contraceptive pour le VIH ?» Évidemment, les gens disent non, parce que ça sonne bizarre, une pilule contraceptive. La question est juste mal formulée, mais effectivement, ça fait un peu la même fonction. Puis aussi, une méconnaissance des gens, méconception, c'est que quand tu as le VIH, tu dois avoir des rapports protégés pour le reste de ta vie, ce qui n'est pas vrai, que tu peux prendre un médicament qui permet le I égale I, intransmissible égale indétectable, ce qui garde ta charge virale très, très, très basse. Parce que, je sais pas, récemment, je parlais avec quelqu'un qui était comme « Ah non, mais c'est pas moralement correct d'avoir des relations sexuelles si tu as le VIH non protégé. » Puis je suis comme « Oui, tu sais, si tu es médicamenté. » Puis même légalement aussi. En fait, en théorie, c'est ça. Tu devrais quand même le déclarer. C'est ça, c'est déclaration obligatoire. C'est ça. Parce que ça devrait être le choix de la personne de ne pas se protéger sachant que tu as le VIH, par exemple. Puis oui, c'est vrai que quand tu as une charge en bas de 200 unités, tu es indétectable, mais la personne, est-ce que tu sais si elle prend ses médicaments tous les jours, par exemple? Est-ce que tu sais, parce qu'on sait que le cristal meth, par exemple, va faire en sorte que la portée du médicament est moins forte. Puis, il y a des cas de gens que la personne te dit « je suis indétectable », mais qu'elle a été infectée, l'autre personne, parce que la personne ne prenait pas ses médicaments, par exemple. Fait qu'il ne faut pas penser que c'est une formule magique, le I égale I. Mais oui, c'est vrai. Scientifiquement, c'est très vrai. Il faut juste que
on peut pas baser notre santé sur la confiance. Oui, surtout chez des gens qu'on connaît pas nécessairement. C'est juste, faut réfléchir, puis faut. C'est pour ça qu'on appelle ça souvent de faire la protection croisée, c'est de dire oui, je prends la PrEP, mais je peux aussi mettre un condom. Exact. Je peux faire du séropositionnement, je peux faire. Il y a toutes sortes de. Comme une barrière chimique et physique. Oui, ben c'est ça. Il y a tout un éventail de moyens contraceptifs, comme pour les femmes. Mais là, pour la protection sexuelle, c'est un peu la même chose pour se protéger parce qu'on n'est pas obligé de choisir juste un moyen, dans le fond. Ouais. Puis là, on parle de charge virale depuis tantôt. En gros, c'est la quantité, pour simplifier, là, c'est la quantité de virus dans le sang, en fait. Exact. Quand elle est faible, donc en bas de 200 en bas de 200 unités, c'est là qu'elle devient indétectable. Ouais. Exact. Mais c'est une MADO avec tes partenaires, tu es obligé de le dire? Une MADO est une maladie à déclaration obligatoire. Donc, si tu as une maladie qui est classifiée MADO, tu dois le spécifier à tes partenaires. Puis est-ce que le VIH en est une? Moi, j'avais compris que MADO était déclaration obligatoire pour les cliniques, pas pour les partenaires. En fait, c'est... On va vérifier ça. Yann ne serait pas fier pour Non, mais c'est pour le gouvernement. Pour le gouvernement, c'est ça. Exactement. Ouais. Oui, ça, c'est vrai. La terminologie MADO, c'est pour le gouvernement. Les cliniques et le gouvernement, oui, c'est ça. Mais après, quelque chose qui est MADO, ça ne veut pas dire que tu dois le dire à tes partenaires. Non, il n'y a pas de lien deux entre trucs les deux. différents. C'est ça. Exactement. Okay. Ouais. Fait que le VIH, c'est une MADO. Tu dois le dire au gouvernement pour le recensement. Par contre, est-ce que tu dois le dire à tes partenaires? Moi, j'ai compris que non. Fait que quelqu'un qui a le VIH ne devrait... Si il est dans le I égale I, là, de mon souvenir de bac en sexo, tu dois pas le dire à tes partenaires. Il n'y a pas de loi qui t'oblige. C'est ça, exactement. Sauf qu'il y en a que oui. Ouais, il y en a que oui. Il y a des VIH, des ITSS que oui, que tu dois dire. Il y a la loi par rapport au VIH, par contre, qui dit que si tu as... une relation sexuelle non protégée avec une charge que tu savais qui était détectable, là, tu peux rentrer dans même le code criminel parce que tu es responsable, c'est avec intention de faire mal. Alors. Exactement, exactement, ça oui. Mais c'est ça, par rapport au VIH, quand tu es médicamenté, suivi, je vais vérifier pour être sûre, mais selon mes connaissances sexuelles, il me semble que non. Mais c'est ça, il y a des CSS que oui, que tu es obligé... je sais pas, il me semble qu'il y a la syphilis, mais je suis pas sûre. À vérifier. Vérifier. Allez sur réseausanté.org. Toutes les informations sont là. Je nous fais de la pub. Mais il faut. Mais oui. Il faut. Fait qu'on passerait aux découvertes sexues. Moi, j'ai pensé à rien, fait que je vais pas commencer. Est-ce que tu avais une découverte sexue, Nassim? Ben moi, j'avais 3 petites affaires que je trouvais fun. Ouais, je trouvais ça vraiment le fun. C'est des petites affaires, mais je trouvais ça drôle. J'ai appris que le gingembre, ce n'est pas un mythe, que cette semaine, j'avais lu ça sur un site Internet. Puis ça disait vraiment que ça augmentait l'excitation sexuelle parce que ça élève le rythme cardiaque et le flot sanguin. Je trouve ça vraiment cool. On dit genre souvent énorme quantité ou en... Il ne disait pas la quantité. OK, ça... 1000 litres de gingembre, non. Mais, je trouvais ça cool parce que c'est l'été, puis genre, mon drink préféré, c'est le London Mule, qui est comme à base de gingembre. C'est bon. J'étais comme, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Une excellente nouvelle, oui. J'avais aussi un mot qui est gymnophorie, que j'ai découvert cette semaine. Est-ce que vous connaissez ça? Non. On n'avait pas vu ça dans la diversité des érotismes. Hein? Non. C'est la conviction que quelqu'un est en train de vous déshabiller mentalement. Oh, que quelqu'un te regarde avec des yeux de comme... C'est comme un érotisme, t'imagines tout nu. C'est comme s'il te fait un striptease, mais de son imagination. Puis dans quel contexte t'as appris ça? Je fais plein de lectures dans la semaine. La sexologie est une passion. J'adore. Okay. Mais c'est vrai que même si tu y penses, des fois, on le fait, tu regardes quelqu'un et tu fais comme « Oh, qu'est-ce qu'il doit avoir l'air tout nu? C'est un peu ça. C'est que ce mot-là, c'est un peu ça. Il y a un mot pour ça. OK, j'aime ça. Puis c'est pas la peur du gym, c'est vraiment gymnophorie. C'est pas gymnophobie. ça pourrait porter à confusion. Vraiment. Puis épectase, est-ce que vous connaissez? Non plus. Non, ça c'est mourir en épectase. Ça veut dire mourir durant l'orgasme. Oh mon Dieu. Wow, la plus belle mort. Ben oui, c'est pas pire. Une crise cardiaque de threshold orgasmique. C'est quand même nice. Félix Faure, qui est un président français, serait mort d'épectase. Oh mon Dieu. Entre autres. Il y en a plusieurs. Là, si tu vas sur Google, il y en a plein. C'est une belle mort. C'est une belle mort. C'est bien. Je pense que c'est le fun pour la personne qui meurt, peut-être moins pour l'autre. Pour l'autre, on le souhaite mal. Surtout pendant une période de masturbation. Oui, c'est ça. Surtout si elle était en dessous de toi. L'horreur. Oui. T'as-tu une découverte sexue? Moi, c'est pas une découverte, c'est une
une affirmation, une... Moi, c'est genre un conseil. Ah, on, ok. on est dans les... Toi, t'es dans les fun facts. Moi, Vas-y. c'est comme un... À partir de maintenant dans ma vie, je vais arrêter... J'ai peur. En fait, ma Ça s'en réflexion, va où, ça? c'est que les personnes qui ont des pénis se grattent les couilles puis les pénis en public tout le temps. Genre, il n'y a aucune gêne à replacer leur entrejambe de pantalon en conversation face à face Ça avec peut eux. arriver, oui. Puis, tu sais, c'est comme quasiment un tic, genre, puis j'ai pas remis en question, puis personne trouve ça déplacé. Mais moi, quand mes poils deviennent une gratte, je vais genre marcher les jambes serrées pendant 20 minutes jusqu'à temps que j'arrive chez nous puis je puisse replacer ma bobette sans que personne le sache. Puis là, j'étais comme... Mais là, pourquoi prends ta place, fille. Exactement. Fait que c'est ça ma réalisation. C'est que si ça me gratte la noune, je vais replacer off. ma bobette. J'aime ça. Fuck off. Ouais. Yes. Voilà. 2023. Exact. Ok. Merci. J'aime ça. Moi, c'est genre un conseil, mais à moi-même aussi, là. Tantôt, on a fait un podcast ce matin où on parlait des couples ouverts puis de la diversité qu'on peut vivre. Puis dans la communauté gay, on voit que c'est plus ouvert. Fait que mon conseil puis ma réflexion, c'est comme d'avoir les personnes qui nous écoutent, s'ils sont tout le monde là, d'avoir un espèce de comme moment de soi à soi puis de se poser des questions sur sa sexualité puis de sortir de ce qui est normatif parce que c'est trop facile de comme rester là-dedans puis de se poser des questions sur est-ce que la sexualité que je vis en ce moment, je la vis pour moi ou je la vis pour rester dans l'espèce de moule, tu sais? Parce que on parle tout le temps de comme, OK, oui, sortir de la sexualité, vanille, puis tout ça, Ouais. mais de se poser des questions sur c'est quoi tes besoins, pourquoi tu veux sortir. Fait un moment de réflexion, parce que tantôt, la discussion qu'on a eue avec Nina qui nous disait que justement, sa sexualité, c'est découverte, puis elle s'est émancipée. Tu sais, quand tu es dans un couple ouvert, tu vis d'autres expériences, puis d'avoir une réflexion sur le type d'expérience, puis de remettre en question ces expériences par rapport à la société, parce que je trouve que dans le couple hétéro, il y a encore beaucoup de fermeture autour. Ouais. Puis c'est ça. Tu peux faire ça en prenant exemple sur les communautés. Oui, c'est ça. autour de toi. Merci pour Comme on cette phrase. dirait, le queer rayonne partout. Oui. Puis on peut, ne serait-ce, mettons, la communauté BDSM pour leur communication puis leur skills communicationnels, Ouais. on peut prendre exemple sur les autres communautés puis la façon dont ils relationnent. Ouais. Puis aujourd'hui, d'avoir parlé avec deux personnes qui vivent des sexualités très différentes de la Ouais. mienne, qui il y a une plus grande ouverture, ben c'est pas parce que tu es dans une communauté que tu dois avoir un type de sexualité. Rosie, on te Fait que- souhaite de briser tes chaînes. Oui, c'est ça, exact. Fait qu'en fait, le conseil, c'est pour moi, tu comprends? Voilà. Fait que c'est ça. Merci, David, Merci. d'être venu. Ben, merci de m'avoir reçu. J'espère pas trop avoir dit de niaiserie au nom de la Non. communauté gay. Je parlais en mon nom seulement. Oui, tu parlais de Ni ton au nom expérience. du réseau, je parlais Oui. en mon nom. C'est vraiment parfait. Merci. Nous, on dit de la merde, puis comme ça, tant pis pour nous. On essaie le moins possible. On Bon. essaye le moins possible. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, puis on va vérifier toutes les niaiseries qu'on vous a dit sur les ITSC. Si là, vraiment, on va faire une petite recherche. Ah, c'est flou tout ça. Oui, désolé pour nos... Désolé, Yann. là. Ouais. Sorry. Il va Ben, être on déçu. rappelle qu'on va recevoir, dans le fond, quelqu'un de pré-libre d'une clinique de dépistage. Oui. Fait qu'on aura un épisode là-dessus. Ah, ça serait le best, ça, ouais. Ouais, Oui. exact. Donc, vraiment, pour toute question. Démystifier Ouais. les maladies. Oui, Exact. oui, oui. Parce que c'est mélangeant, tout ça. Ouais. Fait que, allez vous faire dépister. Bye! Bye! En guise de conclusion, on retient à remercier toutes les personnes qui ont participé à la création du projet. Marie-Ève Ouellette, illustratrice, tatoueuse et designer graphique pour notre magnifique logo, Guillaume Cadieux au montage, Frédéric Tagvorian pour notre musique et Godefroy Bossery pour la photo de podcast. Finalement, Suzanne Dufresne, qui est la propriétaire de la boutique Oui Sensuel et aussi notre partenaire. On a un code promo en collaboration, Apéro Sexo 10 pour tous vos achats en boutique et en ligne. À la semaine prochaine!